Oui. Non, l'histoire, c'est un scénario original. C'est un scénario original. De rien. Oui, je pense qu'à propos de scénario, vous avez été sensible à la dimension de conte noir, de fable initiatique que j'annonçais au départ. Alors celle-là, évidemment, cette dimension, bien sûr, elle se traduit au premier abord par le traitement de l'espace et de la temporalité dans le film. Vous avez remarqué qu'on ne sait pas du tout où on est. On parcourt des lieux vides, des espèces d'entrepôts désaffectés, de ruelles sombres, de ports abandonnés. Enfin, tout dans le film sont des lieux vidés, jamais nommés, on ne sait absolument pas où on est, et on va comme ça de plus en plus vers l'abstrait, jusqu'à cette espèce d'île au trésor, qui est encore plus abstraite et mystérieuse que les autres lieux du film. Du point de vue de la temporalité, évidemment c'est pareil, aucune indication d'époque, ni de saison véritablement, ni d'année. La seule indication qu'on a est une indication de jour, mais les jours, comme vous le savez, ce ne sont pas des dates. On va du dimanche au samedi, et c'est des jours qui, bien évidemment, se répètent depuis qu'on a inventé le calendrier. Et ça fait bien sûr signe aussi vers la dimension cyclique du film, sur laquelle j'aimerais revenir un peu plus tard avec vous. Parce que je pense que le film fonctionne comme un cycle, d'où son titre d'ailleurs. Alors comme je vous le disais aussi en introduction, ce film se présente d'abord d'un point de vue psychologique comme une espèce de fable, de parabole sur la transmission et la filiation, la situation donnant la situation, cette espèce de retour, bien mystérieux d'ailleurs, on y reviendra, en tout cas ce retour permettant, d'un point de vue dramatique, de condenser et d'amplifier, d'intensifier toutes les questions, toutes les problématiques que pose à la fois le fait d'être fils et le fait d'être père. On l'a tous vécu ou vu autour de nous. C'est ce père qui ne connaît d'abord de la fonction que paternelle, qu'une espèce d'autoritarisme un peu militaire, parfois même macho, incitant ses enfants à cogner ceux qui les a volés, etc. C'est un père qui apprend à être père, avec bien des difficultés d'ailleurs. On peut même estimer que le seul moment, le moment où il devient vraiment père, c'est à la fin, c'est-à-dire quand il sauve son fils. Et là, c'est un apprentissage un peu tragique, puisque se solde par sa mort. Mais il y a quand même une transmission, puisque ce fameux trésor qu'il a trouvé dans l'île, on ne sait pas ce que c'est, mais il repart avec les enfants. Donc il est dans le sac et il repart avec les enfants. Donc il y a quelque chose comme
comme une transmission qui a été faite malgré tout. Pardon? Il est pas dans le sac, le trésor. Il est dans la barque. Ah, il est dans la barque? Il est dans la barque et elle coule. Ah ben alors, justement, c'est une question que je me suis posée. Et là, je m'étais posé à la fin de la première fois que je l'avais vu. Et là, j'ai été attentif, mais je le vois pas dans la barque. Si, il le met dans le coffre de la barque. Ah, il met dans... Voilà. Vous avez vu quelque chose qui m'est échappé. Voilà. Néanmoins, voilà, on peut considérer que c'est le parcours d'un personnage qui apprend à être père, et de même les enfants apprennent à être des fils. On peut d'ailleurs voir dans le tandem Andrei Ivan de façon un peu caricaturale, hein, d'être enfant ou d'être fils. L'un qui est dans l'espèce d'adulation idolâtre et craintive, l'autre qui est dans une espèce de refus systématique et obstiné, et je dirais même l'un qui est dans la croyance, je crois que c'est mon père, l'autre étant dans l'incroyance. Non, je ne crois pas que c'est mon père. Je vais revenir très vite sur ce motif de la croyance, parce qu'il est très important dans le film. Mais ce qui est touchant aussi, c'est chez ses fils, ce qui est une grande vérité psychologique, je crois, c'est ils ont tellement envie d'aimer leur père que la moindre déception se transforme en haine. Enfin, cette dimension amour-haine des rapports filiaux, et évidemment condensé, amplifié par la situation dramatique du film. Oui, il y a peut-être une remarque ou... Oui, alors en fait c'est une double remarque, oui. Parce que dans le film je trouve qu'il y a une dimension symbolique avec cette tour au début dans laquelle si je dis pas de bêtises, Ivan, pardon, se retrouve, et dans laquelle la mère le rejoint, et puis l'autre au milieu du film à peu près, où il y a André, cette fois qui monte, et où c'est le père qui le rejoint. Enfin, donc il y a une dimension un petit peu allégorique. Et puis il y a aussi une dimension qui est doublement tragique, parce qu'en fait, dans la réalité, l'acteur qui interprète Yvan est décédé quelques semaines ou quelques mois après le film en allant nager, en fait. Donc apparemment le rôle l'a vraiment marqué au point de... Après on ne peut pas rentrer dans les interprétations, mais il y a quand même cette double dimension tragique qui a beaucoup marqué Zelinsiev. En fait, ce décès l'a énormément affecté. Il a mis du temps à refaire un film après. Et donc voilà, il y a cette histoire qu'on apprend quand on regarde le DVD dans les bonus, en fait. Mais voilà, mais qui est à connaître. Oui, bien sûr, c'est important. Alors effectivement, ce que vous avez noté est juste, cet espace de passage du monde de la mère au monde du père, par le truchement de cette tourelle qu'escalade Yvan. On peut d'ailleurs voir le film comme un passage du monde de la mère, du monde féminin, au monde du père, puisque le film commence dans l'eau et par des plans sous-marins. Après, c'est le père qui prend le relais, mais à la fin du film, il semble qu'on replonge sous l'eau, et c'est là que j'évoquais l'idée de cycle. En fait, on a le retour du titre. C'est pas forcément, ça désignait pas forcément uniquement le retour du père, mais ça désigne peut-être plutôt de manière plus ample, plus biblique aussi, une espèce d'éternel, plus mythologique, je veux dire, une espèce d'éternel retour cyclique dont
les eaux, la mer seraient les incarnations. D'autant que ce père, il est bien problématique. Bon, bien sûr, on ne sait pas d'un point de vue scénaristique d'où il revient, qu'est-ce qu'il a fait, etc. La mère ne semble pas surprise plus que ça de son retour. La grand-mère est muette. Et tout de suite, enfin, ça je ne sais pas si vous l'avez noté, quel est le premier plan de lui? Voilà, on le voit dormir sur un lit dans une position qui est exactement celle d'une peinture fameuse de la Renaissance, le Christ mort de Mantegna, position qu'il aura aussi d'ailleurs dans la barque à la fin du film, avec la tête légèrement à gauche. Et donc dès le début, ce père se présente à nous comme se présente aussi comme déjà un mort, un espèce de Christ mort, et donc comme un revenant. Ce qu'atteste évidemment le fait qu'il ait disparu de l'image à la fin du film, quand elle est dans le rétroviseur. Ce qu'atteste aussi le fait que dans la série de photos qu'on découvre au générique, il n'est sur aucune des photos du voyage, à part sur une photo qui n'est pas une photo du voyage, puisque c'est une photo qui remonte à plus loin dans le temps, puisqu'il tient un bébé, comme si en fait il n'était vraiment jamais revenu. Comme si, oui, il n'était jamais revenu, que c'était simplement un fantôme, une espèce de fantasme, voire d'apparition religieuse, de père punitif, en quelque sorte, dans bien des scènes. Par exemple, je pense à celle où ils sont dans la barque, dans la pluie, avec sa capuche là, qui lui tombe. Il me fait un peu songer à la figure du commandeur dans le Don Giovanni de Mozart. On a un peu l'impression d'un père qui se levait du monde des morts pour mettre à l'épreuve ses enfants. Je voulais dire, moi, ce qui m'a frappé un petit peu, c'est, et il me semble qu'on n'avait pas encore évoqué, c'est en fait les deux enfants, surtout le plus jeune, sont rancuniers à l'égard de leur père. En fait, il arrive et il les dérange. En tout cas, il dérange le plus jeune, et il le dérange parce que, grosso modo, il ne lui pardonne pas des parties de revenir comme ça, sans qu'on sache pourquoi ni comment. La mère, elle l'accepte, tandis qu'eux ne lui pardonnent pas vraiment, surtout le plus jeune. Et cette rancune fait qu'au bout du compte, ça provoque la mort du père, en somme. Et il les dérange finalement, et une fois qu'il est mort, alors là, il dit papa, mais pendant tout le film, en fait, le jeune, c'est peut-être un peu excessif, d'ailleurs moi je trouve que c'est un tout petit peu artificiel. Il m'avait semblé aussi dans le film tout dernier qu'on vient de voir, Léviathan, l'intrigue est aussi un petit peu artificielle, un peu forcée, je veux dire. Et là, c'est aussi un petit peu forcé. C'est un très beau film, mais c'est un petit peu forcé. Et je remarque aussi, c'est la même chose dans Léviathan, il adore, il y a un mélange entre la terre et l'eau, il est fasciné par cette espèce de début du monde, sans doute parce que c'est un russe et qu'en Russie, la nature est beaucoup plus sauvage qu'en France.
Et alors, il y a l'eau, le ciel, la terre, et très peu d'hommes, effectivement. Voilà. Mais enfin, bon, le film me frappe surtout par le fait que les enfants ne lui pardonnent pas son départ. Enfin, le fait qu'il soit parti, bon, il revient, mais au fond, il les dérange. Voilà. Ils se sont habitués, d'ailleurs, il y a une scène où il le dit, ils se sont habitués à vivre avec leur mère, leur grand-mère, et lui, il les embête. Oui, alors déjà pour ce qui est du goût de Zvingatsev pour les lieux, comme vous l'avez très bien dit, qui sont un peu au début ou à la fin du monde, ils lui permettent effectivement d'inscrire ces fables un peu bibliques, puisque le Léviathan reprend le livre de Job. Pour ce qui est de l'enfant qui ne lui pardonne pas, je l'avais brièvement évoqué, c'est vrai qu'il est dans un refus obstiné, systématique, une espèce d'incroyance presque volontariste. Il ne veut pas lui obéir. Alors, on peut juger ça forcé, bien sûr, mais il me semble qu'il y a là quand même une vérité psychologique. Imaginez un père qui n'a pas été là pendant 12 ans. La première réaction, c'est de le tester, de le détester comme père. Montre-moi quel père tu es, montre-moi quel savoir ou quelle autorité tu détiens. Et puis c'est surtout un refus qui est une forme d'amour contrarié. Ce père, il a tellement voulu l'aimer que les déceptions ou les doutes suscitent le sentiment qui est l'envers de l'amour, à savoir la haine. Donc moi, ça m'a pas paru forcé, mais il m'a semblé qu'il y avait au contraire une vérité psychologique là-dedans. D'autant que ça fonctionnait en miroir avec au contraire la forme de croyance naïve, spontanée et idolâtre de son frère. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des lectures psychanalytiques, il y a différents types de lectures qu'on peut donner à cette histoire, à savoir que effectivement la lecture psychanalytique, à savoir qu'on devient un homme quand on tue son père, ça c'est évident. Au début, c'est pas un homme, mais il a peur. À la fin, il est sur cette espèce de tourelle et il hurle « je peux tout » comme ça, comme ivre de sa puissance. Et son père meurt. Donc là, il y a une lecture nettement psychanalytique qui est incluse dans le film, même si le film est plus riche, parce qu'il y a tout ce jeu sur les figures religieuses. On évoquait le Christ mort, donc si le père ressemble à un Christ mort, ça veut dire qu'il est un revenant, mais ça veut aussi dire qu'il est un fils, puisque le Christ, c'est avant tout un fils. Et puis, il y a cette autre image, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand au début, justement, après l'avoir vu dormir, il monte dans le grenier, rechercher la photo, il feuillette une espèce de Bible ou de livre d'illustration religieuse. Et l'endroit où il y a la photo, c'est le sacrifice d'Isaac, qui va être inversé dans le film, puisque celui qui va tenir le couteau, c'est le fils. Voilà. Donc il y a tout un jeu d'aller-retour entre
père et fils, les rôles s'échangeant, s'inversant tout au long du film, à la fois d'un point de vue psychologique, soit ce que je viens de dire ou sur la remarque de monsieur. Oui, moi je souhaitais, puisqu'on a ouvert le chapitre Léviathan, revenir sur la fin de Léviathan et sur le fait qu'il y a un jeune personnage qui survit, un orphelin. J'ignorais complètement que l'interprète d'Ivan était mort, et je me demandais même, évidemment pour les âges ça ne colle pas trop avec la dizaine d'années entre deux, si c'était le même comédien. À tel point, je pense qu'on le retrouve, ce même personnage, à la fin des deux films. Et pour moi, c'est vraiment, dans Léviathan, le retour du personnage d'Ivan. Pourquoi pas. Effectivement, même dans Elena, d'une certaine mesure, on retrouve le seul qui survit du désastre conjugal du film, c'est un jeune homme qui n'ira pas à la guerre. Dans le bannissement, enfin, il y a une sorte aussi toute une problématique de l'avortement, etc. Donc, oui, pourquoi pas, je trouve l'interprétation séduisante. Que ce que Zvyaginsev sauve du naufrage du monde et du naufrage de la Russie, c'est un enfant dans cette espèce de grand cimetière marin, là, avec cette espèce de grande carcasse de monstres bibliques désossés. Oui, la question en tout cas qu'on se pose à la fin du Léviathan, ce qui empêche le film de se clore complètement sur un constat désespéré et noir sur l'état de la Russie, c'est l'avenir de ce petit garçon, effectivement. Il est mal parti, mais on peut espérer. Là, vous parlez de l'avenir de la Russie. Là, je trouve que dans le film qu'on vient de voir, c'est très sombre comme vision de la Russie, justement. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et l'autre point, c'était... Enfin, monsieur disait que c'était forcé. Moi, je trouve pas sur l'attitude des fils, parce que je trouve que c'est extrêmement vrai. Leur attitude, et c'est très authentique. En revanche, c'est forcé, moi, je dirais, sur la tonalité d'ensemble du film, un peu quand même, au sens où c'est quand même extrêmement violent. Enfin, c'est d'une noirceur très, très grande, quoi. Alors, quand on vous écoute parler, je trouve que du coup, ça transfigure un peu le film, parce que, voilà, on s'élève au-dessus de tout ça. Et je suis d'accord avec vous, c'est ce côté parabole et côté cyclique, etc., qui est vraiment très intéressant. Et la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il y a un contraste très fort, je trouve, entre la beauté des images, que c'est fabuleux, c'est des plans à chaque fois magnifiques, et la noirceur quand même des événements qui sont en train de vivre. Et du coup, on s'interroge sur ce contraste très grand. Voilà, moi, m'a frappé. Alors, pour reprendre peut-être ce que vous avez dit, Zvyaginsev, c'est effectivement un portraitiste très amer et désenchanté de la Russie. C'est beaucoup plus évident dans ces deux derniers films, Léviathan et Elena, puisque Elena montre la vie à Moscou, le contraste entre les riches et les pauvres, la situation d'un espèce d'oligarque mourant qui ne veut pas transmettre son argent. Et dans le Léviathan, c'est encore plus thématisé, puisque le Léviathan,
c'est pas seulement le monstre, pas seulement le monstre de la Bible, mais depuis l'essai philosophique de Thomas Hobbes, c'est aussi une manière de désigner l'État. Donc le monstre qui avale les hommes et les recrache, c'est l'État russe, et notamment la collusion entre les pouvoirs politiques et religieux. Ça c'est très net. Si vous avez vu Léviathan, c'est pour ça que j'y faisais allusion. Bon, la Russie de l'île au trésor aussi, hein, elle est pauvre, elle est violente, elle est aride. En ce qui concerne d'ailleurs, oui, pour revenir là-dessus, je ne sais pas si au jour d'aujourd'hui la question a été réglée, mais au moment où nous on interviewait Zvagintsev par exemple, il se demandait si son film serait distribué en Russie, tellement la charge est massive. Il est financé par, j'ai vu que sur le générique, c'était financé par, il y a des fonds du ministère de la Culture de Russie. Ça apparaît au départ. Dans Léviathan ? Oui. Alors là, je ne suis pas au courant des coulisses de l'histoire. Néanmoins, il semblait avoir peur d'un... Oui, peut-être que quelqu'un... Oui, alors il semble, d'après les nouvelles que j'ai entendues aujourd'hui, qu'il serait en effet pays. Il serait diffusé en Russie, moyennant, d'après ce que j'ai entendu, le fait que certaines scènes, certains mots jugés orduriers, il y a quand même une violence verbale, dans le Léviathan, seraient retirés du film, et la Russie le présenterait d'ailleurs à l'Oscar du meilleur film étranger. Ah, d'accord, ben voilà, tes nouvelles fraîches. Donc il serait diffusé. C'est à cause d'une loi qui a été votée. Mais c'est vrai que le film est très violent, extrêmement violent, beaucoup plus que celui-là. Et je le trouve aussi un petit peu... Moi j'ai beaucoup aimé, hein, mais je le trouve un petit... Même je l'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je le trouve quand même caricatural. Je l'ai vu 3 fois, donc à la 3e fois j'ai des assez net. Je le trouve quand même un peu caricatural, et notamment au niveau de l'image qu'il donne je ne connais pas, de l'Église orthodoxe. Je ne connais pas l'Église orthodoxe, mais je trouve que vraiment il donne une image extrêmement noire et à mon avis quand même caricaturale de l'Église orthodoxe. Et donc de sa collusion avec le pouvoir russe. Encore une fois, je n'ai jamais été en Russie et donc je n'en sais rien. Mais bon, ça me semble quand même... Voilà. Je vais laisser la parole à monsieur. J'avais envie de répondre directement à monsieur, parce que je pense, monsieur, que vous avez un petit problème avec la fable, avec le conte, avec la culture d'un pays dans lequel on dit les choses en racontant des histoires. Moi, je suis aussi un fou d'opéra, et un fou d'opéra russe, et quand je vois des œuvres d'une telle ampleur, et notamment le côté quasiment allégorique des personnages, je suis un petit peu dans le même univers que, par exemple, dans Boris Godunov. Léviathan commence par une espèce d'ouverture extrêmement ample. Il y a la même présence des sonneries de cloches de la tradition orthodoxe, et il y a à chaque fois quand, après la lutte pour le pouvoir, avec des gens qui reviennent de l'au-delà, qui se présentent comme peut-être des imposteurs pour être le nouveau tsar, le tsarevitch qui revient, à la fin du film ou de l'opéra, on retrouve un personnage orphelin, un personnage d'innocent, le Yurodivy, qui se lamente sur l'avenir de la Russie. Ce sont pas des personnages réalistes, monsieur, il faut vous y faire, c'est la culture russe. Oui.
La réponse est un peu véhémente, mais j'ai souscrit. Il y a effectivement dans le cinéma russe cette tradition qu'on pense à Tarkovsky et on peut aller jusqu'à Eisenstein, cette dimension du conte, de la fable et de l'innocent pleurant sur l'avenir de la Russie. On peut même évoquer, alors on n'est pas non plus en Russie, mais on peut évoquer les tragédies historiques et politiques de Shakespeare que Zvingatiev revendique et il a évoqué dans certains entretiens des films qu'il essayait de réaliser sur des figures comme ça d'apôtres ou de prophètes criant dans le désert. Donc effectivement, cette dimension de religiosité triste, enfin de cette religiosité un peu désespérée et incantatoire est très forte dans l'univers de Zviagintsev. Effectivement, ce sont des fables. Enfin, le Léviathan, c'est vraiment une relecture de Job. Enfin, c'est affirmé, d'ailleurs, c'est affirmé très nettement dans le film. Il y a une scène qui le dit, en effet, à la sortie de l'église, le personnage principal, celui qui boit beaucoup, rencontre le prêtre et il lui dit où il est ton Dieu. Enfin, il vient de perdre sa maison, sa femme, et quasiment. Et le prêtre lui dit, bon, je t'ai pas vu à l'église, etc. L'autre lui dit, bon, en somme, si j'avais été mettre des cierges, je suis prêt à mettre des cierges, est-ce que ça s'arrangerait? Et à ce moment-là, le prêtre raconte l'histoire de Job, donc, et lui répond, l'homme là lui répond, mais c'est une fable, et le prêtre lui répond, ça n'est pas une fable, puisque c'est une histoire de la Bible, c'est écrit dans la Bible, ce qui est extraordinairement ironique, d'une certaine manière. Oui, sauf que... Enfin, pour moi, c'est extrêmement ironique. Ce qui est ironique, c'est que, effectivement, dans le film de Zviagintsev, Job ne finit pas, enfin le personnage, l'alter ego de Job ne finira pas vieux et prospère, puisqu'il va en prison. Donc effectivement, de ce point de vue-là, il y a une reprise, une réactualisation de cette fable-là, une transposition politique de cette fable religieuse évidente, puisque le Job qui dans la Bible est en prise au monstre marin, là c'est l'individu en prise à l'État. Donc c'est une fable noire, une fable extrêmement noire. Il y a quelque chose d'un peu... c'est les amortes, enfin c'est toute... C'est sûr que c'est extrêmement noir. Toute cette culture russe. Je voulais juste revenir sur votre question sur l'image extrêmement belle et le caractère sombre du propos. Elle ne me semble pas antagoniste dans le sens où il me semble que l'extrême précision et construction des cadres, une espèce de construction presque mathématique, met en valeur ou fait surgir l'espèce de vide, de vie raréfiée que traversent les personnages. Et ça, c'est la même chose dans Léviathan ou dans Helena ou dans le bannissement, c'est-à-dire la beauté de l'image n'est pas là pour infuser de la spiritualité dans le monde, dans la nature, ou etc. C'est une beauté
une beauté tragique. C'est un plan très beau, mais vide. Ça, vous en êtes sûr, vous en êtes convaincu de ça? Je me demandais s'il n'y avait pas quand même une espèce de questionnement, effectivement, du réalisateur en opposant, par opposition entre cette nature magnifique et puis la petitesse des hommes. Je me demandais quand même si... Je me suis dit, au fond, est-ce que quand même, qu'est-ce qu'il ne s'interroge pas? Ou est-ce qu'il est complètement désespéré? Ce sera peut-être intéressant qu'un autre spectateur nous dise son avis là-dessus. Moi, il me semble que la nature est certes majestueuse, mais elle n'est pas généreuse, elle est mortifère. Elle est en tout cas, elle n'est pas salvatrice, elle ne fait espérer aucune rédemption. On n'a pas le sentiment que que le parcours des personnages est transcendé par cette nature. Le parcours des personnages est mis en fable, mais il n'est pas spiritualisé, enfin il me semble pas. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir un autre avis là-dessus, mais... Non. Moi ça m'aurait intéressé. Comment ? Oui, alors c'est marrant, cet attachement du... Là aussi, il y a évidemment une lecture psychanalytique, ce gamin qui refuse son père et qui ne pense qu'à une chose, c'est de s'unir à l'aimant liquide par la pêche. D'ailleurs, il retourne les poissons à l'eau une fois. Donc, oui, là aussi, il y a cette... il me semble qu'il y a une piste, qui a cette dimension psychanalytique, mais voilà, elle n'est pas affirmée lourdement dans le film. Elle n'est pas posée comme ça massivement, elle n'est pas imposée au spectateur, il me semble pas, simplement en revoyant le film, en s'y interrogeant, qu'on la découvre peu à peu. Je suis d'accord. Je vais juste vous donner mon sentiment. Oui. Parce que vous demandiez comment on peut interpréter la place de la nature dans le film. Moi, je ne sais pas, je ne connais pas bien la culture russe, mais ce que j'en sais, ou le peu que j'en devine, il me semble qu'il y a quand même une part très importante réservée à la vie sauvage, qu'une partie de l'identité russe tient quand même à son lien très fort de l'homme russe avec la nature. Donc là, ce père qui veut renouer avec ses fils, il leur propose quand même une expérience de retour à une vie élémentaire. Donc ça, il me semble que culturellement, je le verrais comme quelque chose d'assez très peu ancré dans le trait culturel russe. Et que donc, pour renouer avec ses enfants, la nature est un auxiliaire ou un médium vital, quoi. Donc c'est plutôt la nature, là, vient... la beauté de la nature doit permettre à l'homme russe, au père russe défaillant, à la famille russe, de renouer avec elle-même. Une autre question, une autre remarque? Je pense qu'on a déjà dit l'importance de la pluie. La pluie? Il me semble qu'on a parlé de l'eau. On n'a pas parlé de la pluie, c'est très important.
sûr. Je crois que c'était pas chantant sous la pluie. Je plaisante. Pourquoi pas? Il me semble, moi, la pluie, je le vois comme un retour de l'élément liquide auquel ces malangogètes essaient d'échapper, mais qui les rattrapera. Mais... Il y a quand même un moment particulier dans les tours, c'est le moment où ils sont au sommet de la tour. Oui. La pluie arrive vraiment brutalement. Donc vous cherchez un sens à cette pluie à ce moment-là qui est assez inattendu. Je pense que ce moment-là, il me dit attention, j'ai senti que c'est la pluie qui arrive. Oui. Moi, je ne vois pas quel sens ça peut avoir, mais en tout cas, c'est quand même assez particulier que cette aventure au sommet de la tour soit interrompue. À part de dire qu'elle interrompt un moment de complicité virile entre un fils et son père et qu'elle elle invalide aussi ce sentiment d'être maître et possesseur de la nature quand on est en haut. Ce qui me semble aller dans le sens de l'eau comme figure féminine, mystérieuse, archaïque, immaîtrisable, etc. Je ne vois pas particulièrement d'autres interprétations de cette pluie, mais si vous en avez, je serais ravi de l'entendre. Peut-être pour mieux comprendre et justement mieux interpréter ces scènes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, nous donner quelques éléments sur la méthode de travail du réalisateur? Toutes ces scènes sont toutes déjà écrites avant le début du tournage, s'il s'adapte en fonction de la météo, s'il y a beaucoup de modifications. Non, c'est un réalisateur qui a tout écrit avant le tournage. Il se laisse pas influencer ou il n'improvise pas en fonction du décor. Il choisit vraiment le décor et le climat d'après le scénario. D'ailleurs, pour ce film-là, quand il a le temps de tournage imparti par la production était terminé, il lui manquait la scène où ils sont sous la barque, sous la pluie, et donc il s'est lancé dans un bras de fer avec son producteur pour obtenir plus de temps de tournage. Donc la pluie, c'était vraiment quelque chose qui était écrit, c'est pas quelque chose qui a surgi au tournage. Ça, pour sa méthode de travailler, ça me semble très peu probable. C'est pas un Malik qui laisse tout le temps la caméra tourner en espérant que ce genre d'accident viendra comme une espèce de grâce imprimer la pellicule. C'est pas du tout le même type de méthode. Moi j'ai une question à poser. Est-ce qu'il est pertinent de noter que le père meurt au moment où il est en rupture complète avec ses deux fils? C'est au moment où il tape son aîné qui se rebiffe, c'est la première fois qu'il est aussi violent avec son père, et où le cadet s'enfuit, donc il est séparé, c'est le seul moment où il est en rupture avec les deux enfants. Les deux à la fois, oui. Oui, c'est tout à fait. Et il meurt à ce moment-là. Oui. Il meurt à ce moment-là. On a l'impression que tant qu'il avait la connivence des enfants, il était quelque part protégé. Oui, c'est tout à fait pertinent, dans le sens où ça va un peu dans
dans le sens de ce qu'on disait sur le fait que il meurt de la haine de ses fils, de la déception de ses fils. Il meurt de pas peut-être être à la hauteur du fantasme, si c'est un fantôme. Il s'évanouit de ne pas être à la hauteur de ce que tous les deux avaient projeté dans son retour. Et puis il meurt aussi pour que ces deux-là deviennent adultes. D'ailleurs, à la fin, le cadet fait les gestes du père. Il se met au volant, comme si voilà, il reprenait l'héritage, ou s'il réincarnait la figure du père et dit déchausse-toi, etc. Donc oui, c'est pertinent. Il y a un moment de tension dans le rapport fils-père, dans le rapport filial, qui trouve son acmé dramatique là dans la mort du père. J'irais même personnellement plus loin pour vous suivre, monsieur, sur ce terrain, avec l'illustration de la photographie qui est retrouvée dans le grenier. Pour moi, je ne sais pas si vous avez eu la même impression, la photographie qu'on retrouve dans la voiture, c'est la même, avec simplement le père qui n'apparaît pas. Jusqu'à dire que, d'une certaine manière, le père a été suscité tant qu'il y avait quelqu'un qui y croyait. Absolument. On peut dire qu'il meurt, on peut dire aussi qu'il s'efface. Oui, c'est ça. C'est la problématique de la croyance que j'évoquais. Il existe tant que quelqu'un, l'un des deux, croit en lui. C'est plutôt André dans le film. Et cela d'autant plus que, effectivement, il est présenté comme une figure analogue au Christ, donc comme un objet de croyance. Donc à ce titre, effectivement, il puise sa vie dans le désir fantasmatique de ses deux fils d'avoir et d'aimer un père, et peut-être que tel le Christ, il s'efface, il se sacrifie pour laisser ses enfants avec ce qu'il leur a laissé, Et pour le rapport à l'image, alors je renvoie aussi sur les cartons qui sont faits dans Léviathan sur les portraits des gouvernants. Oui, là c'est iconoclaste. Au sens propre. Au sens propre, oui. Au sens premier du terme. Ouais. Effectivement, là, il y a quelque chose qui est lié à la culture de l'icône et de la querelle des iconoclastes et des iconodules. Est-ce qu'on peut représenter Dieu, le Père, etc. Ou est-ce que son absentement de l'image, ça ne traduit pas cette interdiction? C'est peut-être un niveau de lecture aussi. Je ne sais pas si c'est ce que vous suggériez. Ouais. Enfin, j'ai trouvé que c'était ce point-là m'a quand même un peu surpris. Je me suis dit, je me demande si en France on pourrait montrer ça. Si on pourrait montrer un film avec De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Chirac, qu'on va canarder à la Kalachnikov. Enfin, j'ai trouvé que c'était une audace dans le film, et bon, c'est pas ce qui m'a le plus heurté. Moi, ce qui m'a le plus heurté, c'est le discours final du curé disant que
la liberté, c'était de croire en leur vérité, et donc, à partir du moment où on croyait en leur vérité, on était libre, ce qui me semble incroyablement, dramatique, quoi, mais bon, c'est ce qui m'a le plus choqué dans le film, c'est la fin, c'est le discours du prêtre, là, je sais plus qu'il y a un nom particulier, du prêtre orthodoxe, qui dit que quand on croit en leur vérité, quand on croit à la vérité qu'ils disent, on est libre, on se libère. Alors ça, ça je l'ai pas avec. Enfin, je me suis dit non. Oui. Juste très rapidement, parce qu'il est tard, mais qu'est-ce qu'il a fait déjà comme film vous avez cité Elena, Léviathan, mais sinon il a commencé le cinéma quand à peu près En fait, c'est son premier long métrage. Avant, il a fait une carrière, il a tourné des publicités, il a appris son métier, la technique du métier sur des plateaux de tournage de publicité. Et ça, c'est mon premier film. Premier long métrage, il en a fait 4, donc Elena, Le Retour, Le Bannissement. Alors, Elena, Le Retour, c'est 2003. Ah oui, c'est assez ancien, d'accord. Voilà, Le Bannissement, je crois que c'est 2007 ou 2000, oui. Elena, ou 2008. Elena, ça doit être 2009. Non, je me trompe d'âge. C'est à peu près dans ces zones-là. C'est pas grave. Ouais. Oui. En fait, il a commencé il y a déjà assez longtemps. Et il y a 11 ans. Pourtant, il n'est pas si connu que ça, enfin, sauf erreur de ma part, en France. Si connu. Il a une réputation dans les cercles cinéphiles, oui, voilà. Mais il n'est pas connu, il n'est pas extrêmement connu. Oui. Le film a eu Lion d'Or à Venise. Oui, celui-là a eu Lion d'Or à Venise. Elena avait un prix à Cannes aussi. Ouais. Mais là, Léviathan a eu le prix du scénario à Cannes. Mais donc reconnu, mais pas extrêmement célèbre non plus. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais vous dire bonsoir. Ça fait un plaisir de discuter avec vous.